bienvenue dans les voix de l'INSPE, le podcast de l'INSPE Campus de la Méno, une composante de l'Université de Strasbourg, qui vous accompagne chaque semaine, on le rappelle, pour explorer les facettes de l'éducation, du campus et de la recherche. Merci de votre fidélité, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce 5e épisode. Eh oui, merci à tous et toutes, celles qui nous ont écoutés dans les derniers épisodes. Et venons donc au menu d'aujourd'hui. On parlera d'une nouvelle initiative pédagogique qui se concentre cette semaine sur les projets de vidéos éducatives, les InSpecialists, que vous connaissez peut-être déjà grâce à cette chaîne YouTube. Ensuite, la minute bien-être, avec un focus sur la respiration, les actus étudiantes pour rester connectés à la vie de notre campus et bien sûr notre chronique décalée pour aborder l'art très périlleux de la rédaction des mails que nous envoyons à nos professeurs ou à la scolarité. Mais surtout, cette semaine, on lève la voile sur un métier fascinant à la croisée des deux passions, l'enseignement et la recherche. Être enseignant-chercheur, c'est porter deux casquettes, deux missions, deux défis au quotidien. Et pour commencer, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Monsieur Éric Flavier, directeur adjoint chargé de la recherche et de la vie scientifique à l'INSPE de l'Académie de Strasbourg. En quoi consistent ces recherches ? Quels sont les liens entre enseignement, recherche et gestion de projets scientifiques ? Et surtout, qu'est-ce qui l'anime dans ce métier à multiples facettes ? On va tout lui demander. Installez-vous bien, c'est parti. Let's go! Bonjour Monsieur Flavier, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette interview. Bonjour, également ravi de partager ce moment avec vous. Alors tout d'abord, pouvez-vous un peu vous présenter vos multiples casquettes au sein de l'INSPE ? Alors à l'INSPE, en tant qu'enseignant-chercheur, je fais de l'enseignement en direction des étudiants, principalement dans le master encadrement éducatif, mission éducative et sociale, et dans le master atteste pour la formation de formateurs, de professionnels de l'éducation en exercice. Ça, c'est plutôt pour le volet enseignement. D'accord. J'assure la responsabilité de ces deux masters. Et du côté de la recherche, depuis 1 an et demi, j'assume la charge de directeur adjoint à la recherche à l'INSPE, et ce qui implique l'animation de la vie scientifique de la composante. D'accord. Et donc, en tant qu'enseignant-chercheur, sur quel thème portez-vous actuellement vos travaux de recherche ? Alors, mes travaux de recherche, depuis 20 ans, ils s'inscrivent dans l'analyse de l'activité des professionnels de l'éducation et de la formation en situation de travail. Et plus spécifiquement, ça c'est la constante, et puis plus spécifiquement, là, depuis quelques années, je m'intéresse à l'activité collective, aux collectifs professionnels, aux collectifs pluricatégoriels, quand des professionnels de l'éducation et de la formation travaillent ensemble et ne font pas exactement le même métier, quoi. Ce qu'on peut appeler l'intermétier, puis ces dynamiques, ces frictions qu'il peut y avoir dans l'exercice des métiers. D'accord. Et comment vos recherches nourrissent-elles vos enseignements ? Et inversement, comment est-ce que vos enseignements peuvent nourrir vos recherches ? Pouvez-vous nous donner un exemple où vos travaux ont directement influencé la façon dont vous formez les étudiants, ou si par exemple une question en cours donnée par un étudiant a inspiré une recherche ou une piste de recherche ? Alors, c'est un peu le propre d'un enseignant-chercheur d'avoir un lien entre recherche et enseignement. C'est encore plus vrai ici parce qu'on est un organisme du point de vue des enseignements qui s'intéresse au métier de l'éducation et de la formation. Et mon activité de recherche porte aussi sur ces objets-là, quoi. D'accord. Donc il y a vraiment une interaction très très étroite, et mes cours sont nourris de mon activité de recherche en permanence, puisque je m'intéresse à comment les professionnels de l'éducation et de la formation sont formés et se développent professionnellement, s'améliorent professionnellement. Et mes enseignements, ils portent précisément sur ces questions-là aussi, quoi. Oui. Donc les nœuds se nourrissent de manière assez étroite. Comment l'un rencontre un petit peu plus l'autre quand on a des dispositifs d'accompagnement des néo-professionnels pour les amener à entrer dans le métier. Ces enseignements-là, je m'inspire de mes travaux de recherche qui viennent questionner la façon de conduire un entretien de conseil, un entretien d'accompagnement d'un professionnel, dans la manière de poser des questions, dans la manière d'analyser l'activité en situation de travail. Et donc il y a vraiment une interaction très très forte entre les deux volets.
Et qu'est-ce qui, selon vous, fait la richesse de cette double casquette enseignant-chercheur? Et quels conseils donneriez-vous à un jeune collègue qui débute dans ce métier? Alors, la richesse, elle est inhérente à la complémentarité d'abord entre les deux volets. D'accord. Elle est inhérente aussi au fait qu'on est assez acteur de notre métier. C'est-à-dire que dans les thématiques de recherche, dans l'inflexion des enseignements, dans le contenu des cours, dans la manière dont s'articule recherche et formation, on a quand même une certaine liberté d'action. Mhm. Et donc, c'est un métier où on est quand même très fortement, à l'origine, artisan de notre Mhm. propre activité professionnelle, avec une possibilité d'évolution, de changement assez forte, quoi. Enfin, à titre personnel, je pense que je n'ai pas 2 journées dans l'année qui ont le même emploi du temps. D'accord. Voilà. Et pour ma part, c'est un moteur, ça, quoi. Voilà, d'être aussi un petit peu dans une sorte de frénésie en permanence, de rechercher quelque chose de nouveau, Mhm. de bouger, quoi. C'est une constante évolution finalement. Tout à fait, ouais. Ouais. Ouais, ouais. D'accord. Constante évolution, ça fait 20 ans que je suis ici. Sur les 6 ou 7 dernières années, j'ai complètement changé mon service d'enseignement, quoi. C'est-à-dire qu'en Mhm. 7 Oui. ans, j'ai plus aucune heure que j'ai effectuée il y a 7 ans. D'accord. Ah oui. Et Voilà. donc ça illustre bien Ouais. ce propos. Et donc vous avez également dit avant que vous étiez directeur adjoint chargé de la recherche et directeur de thèse. Vous accompagnez donc aussi des doctorants qui sont peut-être de futurs enseignants-chercheurs. Quels sont les principaux défis qu'ils peuvent rencontrer pour concilier recherche et enseignement et comment les aidez-vous à relever justement ces défis? Ouais. Alors, il y a vraiment 2 casquettes un peu différentes quand même entre la charge de direction adjointe, où c'est D'accord. l'animation de la vie Mhm. scientifique, et de directeur de thèse. D'accord. J'ai plein de collègues qui sont directeurs, directrices de thèse et qui encadrent des thèses. Et là, on se retrouve sur cette fonction-là. Et c'est un travail d'accompagnement des doctorants. D'abord, un accompagnement scientifique et un accompagnement aussi peut-être presque en bout de parcours à l'insertion professionnelle, quoi. C'est-à-dire que Mm. s'engager dans une thèse, c'est évidemment un travail scientifique lourd, conséquent, et donc avec un apprentissage méthodologique, conceptuel, assez rigoureux. Mais c'est aussi intéressant de travailler avec les doctorants, l'après-thèse, et tout ce qui gravite autour de la thèse, la publication scientifique, la communication en colloque, la création d'un réseau de professionnels, apprendre à rédiger, proposer des projets de recherche, quoi. Mhm. Voilà, ça c'est vraiment le volet direction de thèse. Du côté de la direction adjointe à la recherche, on est plutôt sur l'animation et l'impulsion de la vie scientifique de la composante, d'éventuels cycles de conférences, l'accueil de chercheurs d'autres universités ou étrangers. On aura le 24 juin la journée de la recherche qu'on organise annuellement à l'INSPE. Donc voilà, c'est un suivi peut-être un petit peu plus longitudinal et au service de la composante. D'accord. Mhm. Et pour finir, si vous deviez résumer en une seule phrase ce que le métier d'enseignant-chercheur vous a apporté de plus précieux, ce serait quoi? En un mot, ça serait épanouissement. En une seule phrase. Voilà. Vous avez le droit à une phrase. Ouais, en un mot, épanouissement, en une phrase, ouais, ce caractère dynamique et en permanence tourné vers l'avancée, vers l'exploration de quelque chose de nouveau, quoi, en fait. Ouais, je découvre tous les jours des choses, quoi. C'est Nouvelles ça qui me choses. plaît dans ce métier, quoi. D'accord, oui. Bah, merci beaucoup, Monsieur Flavier. C'était un plaisir de vous recevoir dans cet épisode. On repart à présent avec une meilleure vision du métier d'enseignant-chercheur et surtout avec vos précieux conseils. Donc merci pour tout, merci pour le temps dédié. Merci à vous, c'était un plaisir de partager ces quelques instants. Continuons directement cet épisode avec notre chronique initiative pédagogique. Simonet, c'est à toi. Oui, merci Émilie. Donc, cette semaine, dans cette chronique, on vous parle des InSpécialistes, un projet qui montre que les étudiants de l'INSPE ne sont pas seulement des apprenants, mais aussi des créateurs. Et oui, ce sont des étudiants de master MEF premier degré, volontaires, motivés et accompagnés par Madame Béag, professeure de lettres à l'INSPE de Colmar, qui conçoivent des capsules vidéo pour renforcer la maîtrise de la langue française. Le but,
réactiver leur acquis tout en développant des compétences pro, comme la création des ressources pédagogiques des grammaires sur des sujets comme la voix active-passive ou encore l'accord du participe passé. Oui, c'est vrai qu'on en a bien besoin de tous ces rappels sur toutes ces règles parce que parfois c'est un peu compliqué. Ouais, moi surtout, j'ai envie de vous dire. Et puis même nous, quand on fait le podcast, on bute sur plein de mots, on en a besoin quoi. Eh bien, c'est vrai, on a tous besoin. Mais ce n'est pas tout. En participant, les futurs profs apprennent aussi à transposer des savoirs, à réfléchir à la didactique et sont même initiés au travail de préparation du tournage, comme écriture de scénario, découpage technique, storyboard, etc. En partenariat avec Nicolas Tassi, chargé des productions audiovisuelles à l'atelier de l'INSPE. Un vrai projet de A à Z et hop, la capsule rejoint la chaîne YouTube de l'atelier. Pourquoi ceci est génial? Mais en fait, en premier lieu, ça renforce les connaissances en les partageant. Deuxième, ça prépare à la classe. Les étudiants testent une démarche qu'ils pourront reproduire avec leurs futurs élèves. Et enfin, ça met à disposition des étudiants des ressources toujours plus riches. Bref, on a donc des étudiants qui créent pour des étudiants, des compétences qui se renforcent et une banque de ressources pédagogiques qui s'enrichit. Les InSpécialistes, c'est l'exemple d'une belle initiative pédagogique en action. Eh ben dis donc, on en a du talent à l'INSPE, c'est beau à voir. Merci en tout cas Simonet pour cette chronique et cette belle initiative. Et maintenant, on enchaîne avec les actus, les événements étudiants, qui d'habitude est présenté par Bruno. Mais là, malheureusement, il doit sauver Gotham, il n'est pas là avec nous. Donc c'est moi qui m'en charge. Cette semaine, on fait un zoom sur le Printemps de la recherche en éducation, un événement soutenu par le ministère de l'Éducation nationale, rien que ça. Alors, le Printemps de la recherche, c'est organisé par le réseau des INSPE en partenariat avec le CNESCO et le réseau thématique éducation du CNRS, et c'est un cycle de webconférences. Au cœur du débat cette année, l'intelligence artificielle et son impact sur la formation et les pratiques enseignantes. Au programme, l'éthique, l'inclusion, l'évaluation en classe et bien d'autres thématiques encore. Notez dès maintenant les dates dans votre agenda, c'est hyper important, c'est du 11 mars au 2 avril 2026. Cet événement est incontournable si vous vous destinez au métier de l'éducation et si vous voulez en savoir plus sur l'école de demain. Pour plus d'infos, retrouvez le lien vers la page dédiée à l'événement dans la description de ce podcast. Oui, effectivement, c'est un thème qui se pose beaucoup de nos jours et donc merci de nous en parler, Ryan. Eh bien, c'est avec plaisir. Un autre événement incontournable pour les étudiants qui nous écoutent, c'est le forum de l'alternance de l'Université de Strasbourg qui se tiendra le jeudi 26 mars 2026 de 9h à 16h30 au Palais universitaire de Strasbourg. Palais universitaire qui est magnifique, on le rappelle. C'est l'occasion de rencontrer des recruteurs et découvrir leurs offres, de vous renseigner sur l'alternance à l'université, d'assister à des conférences en ligne afin de mieux appréhender la formation en alternance, mais aussi de bénéficier de conseils pour rédiger votre CV et l'aide de motivation parce que, on se sait, c'est toujours hyper embêtant. Donc n'hésitez pas à vous y rendre, c'est important. Eh bien, merci Ryan pour ces deux actus. On a fait le plein d'informations utiles et d'événements étudiants, donc maintenant j'aurais bien besoin de respirer un peu avec la minute bien-être de Simonet. On se retrouve les amis dans la minute bien-être. Comme promis la semaine dernière, aujourd'hui on parle d'un super pouvoir que vous utilisez environ 20 000 fois par jour. Sans même y penser, c'est la respiration. Parce que respirer, c'est automatique. Mais c'est aussi le seul système de votre corps automatique que vous pouvez contrôler volontairement. Et ça change tout. Parce qu'en modifiant votre respiration, vous pouvez modifier l'état de votre cerveau. Et voilà, et maintenant vous respirez en mode manuel. Si vous êtes stressé par exemple avant un examen, si vous avez un coup de panique avant de prendre la parole, ou votre cerveau qui tourne à 200 km/h au moment de dormir, votre respiration peut agir comme un bouton de réglage interne. Mais pourquoi ça fait ça ? En fait, parce qu'à chaque respiration, votre cerveau reçoit des signaux qui influencent le rythme cardiaque, le niveau de stress et l'activation du système nerveux. Par exemple, quand vous inspirez, votre cœur accélère légèrement. Et quand vous expirez, il ralentit. Donc si vous allongez l'expiration, vous envoyez littéralement un message de calme à votre cerveau. Il existe une technique très simple utilisée en neurosciences, elle s'appelle les soupirs physiologiques. On va les tester ensemble. Ça consiste à inspirer profondément par le nez, presque à plein poumon, puis répandre encore une petite inspiration supplémentaire, et ensuite expirer lentement par la bouche. En vrai, ça donnerait ça, je vous invite à le faire avec moi. Donc, C'est moins ridicule que ça en a l'air. et voilà, c'est tout simple, mais en fait, cette double inspire permet de rouvrir les petits sacs d'air dans vos poumons, les alvéoles, et l'expiration longue active les systèmes nerveux du calme.
2 ou 3 cycles, comme ça, peuvent déjà faire redescendre votre stress. C'est Ah ouais, là, je super suis calme, efficace. là. Ouais, non, Mm. là, je dors. Mais à l'inverse, certaines techniques de respiration rapide, comme celle par exemple popularisée par Wim Hof, The Iceman, font l'effet inverse. Elles réveillent et stimulent l'organisme. Alors la prochaine fois que votre cerveau s'emballe, avant de prendre les cafés, les téléphones, avant de vous stresser, essayez peut-être simplement de respirer différemment. Et maintenant, on respire un bon coup, parce que la suite de l'épisode risque d'être un peu moins zen, on risque de vous déstabiliser, parce que cette semaine, c'est notre Émilie qui va enchaîner avec la chronique décalée. Voilà, je lui donne ma place gracieusement. Un petit peu de changement. Aujourd'hui, on va parler d'une épreuve de haute voltige, source d'angoisse pour beaucoup d'étudiants, rédiger un mail à un de ses profs. En effet, on a déjà tous vécu au cours de notre scolarité une de ces situations. Première situation, le mode larve. Il est 7h05, vous êtes au fond de votre lit et vous devez prévenir votre prof de votre absence à un TD du matin. Vous essayez de donner un ton fiévreux et mourant à votre mail pour que le prof ressente votre angoisse à travers l'écran. Ah, mais si on vient pas au TD, en fait, il n'y a pas besoin de mail. Hein. Bah, Moi, c'était ça ma technique. On Hein. prévient quand même. C'est dodo. Hein. Deuxième possibilité, le mode porte-parole d'une grande cause. C'est la pause de midi, vous êtes entouré des autres étudiants de votre groupe qui vous chargent d'une mission de la plus haute importance. Demandez au professeur de décaler un de ses cours. Lourde responsabilité, n'est-ce pas ? Surtout que vous avez juste peur de vous faire envoyer bouler devant toute la classe. La honte. Et bah ouais. Et dernière possibilité, le mode hibou. Il est 2h30 du matin, la panique monte. Votre exposé approche et vous voilà en train de demander des sources bibliographiques en espérant que le professeur apprécie votre soif de savoir. C'est pour toutes ces situations qu'on vous conseille de mettre en place le plan d'action suivant pour rédiger votre mail. Étape 1, l'enquête. Tout commence par la quête de l'adresse mail. C'est là que vous lancez une investigation digne du FBI. Vous pensez l'avoir trouvée ? Et là, c'est le drame. Vous tombez sur 2 Jean Dupont. Étape 2, le funambulisme littéraire. On passe à la rédaction. C'est une performance d'équilibriste. Être respectueux, mais pas pompeux. Être poli, mais pas trop froid. Être concis, mais quand même détailler la situation. Faire des phrases grammaticalement correctes, mais ne surtout pas donner l'impression que ça a été fait par ChatGPT. Enlevez les emojis. Bah oui, surtout. On pense que ça va prendre 3 minutes. Spoiler, vous êtes parti pour 20 minutes de rédaction. Vous relisez chaque mot, comme si vous présentiez votre premier roman au jury du prix Goncourt. Dans votre tête, vous devenez tour à tour Baudelaire, Stendhal ou Zola. Étape 3, la relecture, aussi nommée la phase de la paranoïa. Première relecture, ça va. Deuxième relecture, on commence à douter. Cordialement, ça prend un H. Avant le C, ouais. Ouais, sûrement. Troisième relecture, vous sortez le dictionnaire en ligne, le Becherel, et vous finissez par appeler votre grand-mère pour vérifier si on dit envers ou à l'égard d'eux. Alors attention, cette technique ne marche pas si c'est le mail à 2h30 du matin. Mamie dort. Et l'objet du mail, on en parle, c'est une campagne marketing. Il faut être court, percutant, attrayant. Rappelez-vous, il faut que le prof clique dessus. Étape 4, fin du supplice. Il est 2h34 du matin, vous avez enfin fini. Mais envoyer un mail à cette heure-là, c'est pas top. La solution ? L'envoi programmé pour 8h02. Comme ça, le prof se dit « Mais quel étudiant exemplaire !» Et là, vous fermez la messagerie. Mais bam ! Vous vous rendez compte que vous avez oublié de mettre la fameuse pièce jointe. Oupsie. Eh bah oui, bonne chance, car c'est reparti pour un tour. Eh ben merci Émilie pour cette chronique hilarante. C'est tout pour cet épisode du podcast Les Voix de l'INSPE. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec nous, ça nous a fait plaisir. Et donc vous l'avez compris, on le dit à chaque fois, ce podcast c'est un espace pour parler de la vie étudiante du campus et de ce qui s'y passe vraiment, des projets et des initiatives pédagogiques. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'Atelier de l'INSPE sur YouTube, à la chaîne Pod et à nos réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn pour ne pas rater les prochains épisodes. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, rappelez-vous, ces podcasts, c'est aussi les vôtres. Si vous avez une idée de sujet, un projet à présenter, une initiative à partager ou juste envie de prendre les micros, contactez-nous. Et on se retrouve très bientôt dans les voies de l'INSPE. Ciao tout le monde. Au revoir. À bientôt.